D'abord, première question, quelle est l'importance de la ville de Dakar pour la politique d'électricité sénégalaise? Oui, il faudrait rappeler d'abord que, comme l'a si bien expliqué M. Ablaye Diack, c'est un système. Donc il y a au départ la production, peut-être les centrales qui sont bien mieux connues par les Sénégalais. Mais entre les centrales et les clients, il y a tout un sous-système de transport et de distribution. Donc le transport joue un rôle essentiel parce que comme pour les autoroutes, s'ils ne sont pas bien dimensionnés, il peut y avoir des congestions, vous pouvez avoir votre véhicule qui est performant mais vous n'arrivez pas, vous arrivez des heures après. C'est pourquoi des efforts importants ont été faits pour améliorer le système de transport de l'énergie entre les centrales et les usagers finaux. Et enfin le système de distribution, ce qui a abouti à, d'une part, améliorer significativement la qualité des services. Quand les centrales fonctionnent et que le réseau n'est pas bon, il y a des coupures, donc améliorer significativement la qualité des services, améliorer les pertes, enfin réduire les pertes techniques dans les réseaux et donc améliorer les chiffres d'affaires de Senelec, mais surtout réduire le nombre de déplacements de Senelec pour aller dépanner ou pour surveiller les postes parce qu'il y a une technologie et un système de télésurveillance qui est utilisé. Donc ça permet d'améliorer significativement, in fine, la disponibilité de l'énergie chez le client. Maintenant, ceci n'est qu'une étape, parce que comme l'a expliqué le directeur général, il y a un plan d'action prioritaire dans 3 ans qui vise à introduire des changements beaucoup plus importants dans le réseau de transport et le réseau de distribution, mailler davantage le réseau pour obtenir plus de possibilités d'évacuer l'énergie à partir des centrales vers les grands centres et enfin vers les clients, améliorer la qualité des centres secondaires où on a, comme ça a été expliqué également, des groupes qui sont là, mais dont les clients dans ces centres secondaires-là n'arrivent pas à... Enfin, je veux dire que les charges d'exploitation n'arrivent pas à couvrir véritablement les coûts de production dans ces centres secondaires. En mettant un réseau plus interconnecté au niveau national, non seulement on améliore la sécurité du réseau, mais en même temps on améliore la qualité des services chez les usagers. Donc il y a ce plan d'action prioritaire et il y a un plan stratégique plus à long terme qui visera véritablement à faire en sorte qu'on ne dira pas qu'il y ait zéro coupure, mais que les coupures soient moins senties. Il faut dire que déjà les efforts qui ont été consentis, on a dû le ressentir nous tous chez nous, aboutissent à des résultats conséquents, substantiels. Un directeur a dit tout à l'heure qu'en 2011, on avait 600 heures de coupure. 900 heures de coupure. Et en 2015, on était à 60 heures. C'est bien ça, les chiffres. Donc il y a une réduction significative des pertes, puisque les coupures, c'est aussi des chiffres d'affaires perdus, mais aussi c'est la qualité des services, c'est les perturbations chez les clients. Et tout cela, là, c'est un effort en avant qu'on est en train de vouloir continuer en démultipliant nos efforts. Alors, parlant de ces projets, les procédures de marché parfois font défaut. Aujourd'hui, quelles sont les dispositions, vous en tant que ministre de tutelle, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces agents de la Senelec puissent avoir à temps les activités programmées? Oui, bon, il y a toujours un dilemme entre plusieurs objectifs. Ici, la transparence et l'efficacité. La transparence, c'est qu'il y a des règles qui assurent que chaque denier utilisé est utilisé à bon escient. Maintenant, l'efficacité, c'est que quand il y a une coupure chez Senelec, ou en tout cas une indisponibilité d'un des éléments du sous-système, quel qu'il soit, qu'on puisse le remettre en marche, cet élément, le plus rapidement possible. Il est évident que le système d'exploitation de Senelec n'est pas compatible avec certaines règles. Quand vous avez une centrale où vous avez des centaines de sous-éléments, de pièces détachées possibles, qui est en panne, vous ne pouvez pas disposer dans votre stock a priori de ces 100 sous-éléments ou de ces plusieurs centaines de sous-éléments en stock. C'est de l'argent perdu. Et dès que vous identifiez l'élément qui est en panne, vous devrez dans les heures qui suivent pouvoir être en état de le remplacer. Or, les procédures actuelles, c'est les appels d'offres. Comme il n'est pas possible d'anticiper sur quel élément va tomber en panne, il doit être possible dès que
on a besoin de remplacer un élément, que ce soit une pièce, que ce soit un câble, que ce soit n'importe, qu'on puisse le faire remplacer. C'est ça la problématique. Bon, cette question, nous allons l'adresser, mais il est évident qu'avec les règles actuelles, où les types d'urgence qui nécessitent qu'on fasse une entente directe sont listés avec une liste restrictive, bon, ce n'est pas adapté aux besoins de Senelec. Et d'ailleurs, là également, l'objectif final qui était recherché, c'est-à-dire l'économie, d'utiliser le moins de deniers possible pour aboutir à un résultat donné, mais on aboutit exactement à l'inverse, parce que quand c'est des heures d'immobilisation de centrales, qu'on doit parfois louer des groupes de secours chez des privés, ou quand c'est de l'énergie qui n'est pas vendue et qu'on perd par jour des centaines de millions, le bon sens même veut qu'on puisse agir en contractant directement chez celui qui a les... Mais nous avons besoin de discuter avec toutes les entités gouvernementales impliquées, avec la société civile. On va organiser peut-être des ateliers, montrer des cas d'écoles typiques où les procédures actuelles aboutissent exactement à des pertes de l'argent pour la société globalement prise et à une indisponibilité aussi du service avec toutes les conséquences que cela implique. Donc, quand on organisera ces ateliers, que preuve à l'appui, on pourra montrer ce qui se passe. Nous ne doutons pas que des ajustements nécessaires seront faits. Monsieur le ministre, le directeur général a dit tout à l'heure, donnez-nous les moyens de réaliser nos ambitions. Est-ce qu'aujourd'hui l'État est dans les dispositions d'augmenter les moyens de la santé? Bon, l'État a déjà significativement fait, et même depuis ces derniers mois, nous avons quand même accompagné de manière assez significative Senelec, et nous continuerons à le faire parce que, in fine, ce n'est pas de l'argent perdu. Quand on investit 1 franc et qu'on puisse à l'arrivée permettre à l'économie sénégalaise de pouvoir fonctionner mieux, de pouvoir croître mieux, aux Sénégalais de pouvoir retirer leurs groupes électrogènes, de pouvoir, aux hôtels de pouvoir moins dépendre des groupes de secours, etc., aux artisans, aux tailleurs, comme c'était le cas durant cette période d'hivernage où c'était compliqué de pouvoir produire mieux. In fine, l'argent qu'on met, c'est en fait quand on met 1 franc, on récupère à la sortie 10 francs, où on permet à d'autres de gagner 10, 20 francs. Donc, ce n'est pas un problème de moyens en réalité, c'est un problème, et je pense que Senelec a bien identifié les problèmes, c'est un problème de où il faut investir. Jusqu'ici, on s'était plus ou moins cantonné à... Parce que l'urgence, c'était ça, la production. Maintenant, on a le temps de voir plus large, de voir sur un plan plus global, de réfléchir à toute la chaîne, y compris les ressources humaines. Senelec vous a dit qu'ils ont d'énormes problèmes de formation, d'énormes besoins en ressources humaines, d'énormes besoins en logistique pour pouvoir se déplacer. Mais je pense que les défis ont été correctement identifiés et les investissements nécessaires seront réalisés à temps. Et je voudrais aussi, puisqu'on est à côté d'un poste, dire que bon, on investit pour la société de manière globale. Et chaque Sénégalais est un client potentiel au réel de Senelec. Peut-être une dernière question, c'est par rapport à l'éclairage public où dans certaines localités on voit des lampes qui sont allumées à une journée, alors que dans d'autres localités au Sénégal, ils n'ont pas accès à l'électricité. Aujourd'hui, quel est le message que vous lancez aux maires? Bon, le message, il faut dire que quel message je vais le répéter. Mais je finis par commencer à me fatiguer. Et je pense que Senelec a bien perçu. D'ailleurs, le message, ce n'est même plus au maire. Ce n'est pas à qui que ce soit, c'est à Senelec. Aujourd'hui, nous avons les moyens d'appliquer simplement la loi du marché. Nous produisons, on doit nous payer pour continuer à produire. C'est ce qui ne paie pas, ils doivent en subir les conséquences. Il n'y a pas d'autre loi dans un monde organisé. Vous ne verrez nulle part dans le monde, que ce soit aux États-Unis, dans les pays qui sont beaucoup plus riches que nous, qui disposent du pétrole à suffisance, etc., etc. Vous ne verrez nulle part où des gens refusent de payer. Alors même que certains d'entre eux se vantent d'avoir les moyens. Bon, je ne veux pas entrer dans ce qui semble être une polémique inutile. Parce que je pense que l'esprit de responsabilité de chacun d'entre nous, c'est de savoir que quand on consomme un service, on le paie. Je ne vois pas pourquoi vous privez presse, vous vous débrouillez pour payer vos factures, tant bien que mal, et que d'autres qui ont les ressources ne peuvent refuser de payer. Mais c'est un débat qui doit être dépassé. Moi, je pense que maintenant, c'est plutôt... Mon problème, c'est plutôt
j'allais dire de ce côté. Lerel.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.lerel.net. Un nouveau look de Lerel.net, une valeur sûre du journalisme en ligne. 12 journalistes, des reporters sur le terrain, dont des anciens éléments, des renseignements généraux pour les investigations, des enquêtes fouillées, des reportages chocs et une rubrique People riche en infos, sans oublier la Web TV. Lerel.net, s'informer en temps réel.